Je reçois aujourd'hui l'écrivain français Philippe Besson qui vient nous proposer ses 5 coups de cœur littéraires et surtout les raisons pour lesquelles les titres choisis ont eu ou ont encore une importance dans sa vie. Merci infiniment d'être venu aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Alors, j'ai fait le décompte, Philippe Besson. Vous avez choisi 4 romans et une pièce de théâtre, 2 femmes pour 3 hommes et un seul auteur vivant pour 4 morts. Ça, c'est mon petit côté cartésien. Est-ce qu'on est plus exigeant ou plus permissif comme lecteur quand on est soi-même écrivain? Non, on a envie. Quand je vais vers les livres, je suis guidé par l'envie, par le désir, par le besoin qu'on me raconte une histoire, qu'on m'emporte quelque part, qu'une langue, qu'une adresse à moi donnée, le lecteur, fasse que j'ai envie de suivre, d'y aller. Donc j'attends l'emportement, j'attends d'être guidé. Le fait que j'écrive moi-même des livres n'entre finalement pas du tout en ligne de compte et je ne cherche pas à être influencé pas du tout. J'y vais avec une forme de virginité, d'innocence et de plein désir, oui. Oui. Est-ce que le style a une importance capitale? Capitale, pas forcément. Parfois, l'histoire est tellement forte que même si elle est écrite un peu, de manière plus sobre ou plus neutre, c'est moins grave. Mais c'est vrai que j'ai quand même besoin d'entendre une voix. Parce que je trouve que c'est quand même la voix qui nous guide. Donc, si j'entends cette voix-là, la voix de l'auteur ou la voix du personnage ou la voix de la géographie, parfois du lieu où ça se passe, alors c'est plus facile d'être emporté. C'est plus facile c'est comme une main qu'on nous tendrait et qui nous guide sur le chemin. Vous êtes un fabuleux dialoguiste. Ça fait 20 ans que vous écrivez. Et là, les choix, je dois vous avouer, ne m'ont pas étonné du tout. Parce que souvent, et moi la première, quand on vous lit, on entend ou on voit ou on sent du Marguerite Duras. Des phrases très courtes. Oui. Vous allez à l'essentiel. Il n'y a pas de fioriture. Alors, votre premier choix, Marguerite Duras, née en 1914, morte en 96, vous avez choisi L'Amant, qui s'est mérité, entre autres prix, le prix Goncourt en 84, l'année de sa publication, traduit dans plus de 35 langues, vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Pourquoi ce titre en particulier? Son plus gros succès, oui. Parce que j'ai 17 ans quand je lis L'Amant. Et je suis emporté, c'est-à-dire ça commence par, elle raconte qu'elle est une vieille dame comme ça dans le hall d'un immeuble et puis elle croise quelqu'un qui lui dit « Tout le monde dit que vous étiez belle quand vous étiez jeune, mais moi je vous préfère maintenant avec votre visage strié de rides ». Et elle raconte ça, sa vieillesse, arrivée, survenue. Et puis en une incise, elle dit « Que je vous dise aussi, j'ai 15 ans et demi, c'est le passage d'un bac sur le Mékong, la traversée dure longtemps et on est en Indochine. » Dans la seconde qui suit, on est sur ce bac sur le Mékong avec la jeune fille, avec son chapeau lamé, un peu trop fardé, et la limousine noire qui arrive et l'amant indochinois dans la limousine noire, et l'histoire d'amour, de sexe, de nécessité, de colons et de colonisés peut commencer. J'ai été très impressionné par ça. Je trouve qu'il y a de la violence, de la sensualité, de la brutalité, de l'urgence dans ce livre. Et puis, il y a cette écriture, effectivement sobre, sans fioriture, où parfois, d'ailleurs, la sonorité précède le sens. C'est-à-dire qu'on entend la phrase avant de la comprendre. Ça, c'est incroyable. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on est là, on est tellement emporté par ce qui se dit qu'on n'est pas sûr de comprendre ce qui se dit, mais on y est. On est avec elle et avec eux, et derrière les persiennes, et avec les corps en sueur, voilà. J'ai été emporté, fasciné. Et c'est bizarre parce qu'à ce moment-là de ma vie, je ne pensais pas que je deviendrais écrivain. Donc je ne me suis pas dit, si un jour j'écris des livres, ce sera ça. Pas du tout. Mais maintenant, là pour le coup, c'est la seule influence que je suis prêt à assumer, à revendiquer. C'est-à-dire que quand même, quand j'écris un livre aujourd'hui, je pense à ça et à elle. Et quand j'ai écrit « Arrête avec tes mensonges », que j'ai publié en 2017, c'était ce livre-là qui était sur ma table de chevet. D'ailleurs, quand on regarde, la construction d'Arrête avec tes mensonges est très proche de celle de L'Amant. Ça commence par justement, le narrateur est déjà assez âgé, et puis finalement, il est ramené à sa jeunesse et à un amour de jeunesse qui est son premier amour, et que ce premier amour le détermine. Et c'était ça que j'avais sur le bureau devant moi, comme quelque chose qui me disait, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça le chemin. Tu ne te tromperas pas si tu vas là. Et voilà, donc j'ai une admiration sans borne pour elle. Après, j'ai tout lu. J'aime pas tout chez Duras. Enfin, c'est pas que j'aime pas tout. Il y a des choses que je trouve plus compliquées ou moins plus absconses. Bon. Mais quand même, Barrage contre le Pacifique, mais quand même Moderato Cantabile, mais quand même L'Amante anglaise. C'est des choses... c'est fascinant tout de même. Ça a existé, quoi, Duras. Ça a été là. C'est gigantesque. À Montréal, on va la jouer dans quelques semaines. On présente une de ses pièces, donc elle est éternelle, je crois. Je pense que vous avez aussi un petit peu répondu à ma question que je ne vous ai pas encore posée, mais au fond, ça vous arrive donc de relire des livres que vous avez aimés? Oui.
L'Amant, je l'ai lu 50 fois. Parce que de nous parler de l'amant comme vous venez de le faire, c'est pas possible. Ou alors vous avez une mémoire phénoménale. Non, je connais, je dirais pas que je connais ce livre par cœur, mais je peux le prendre à n'importe quelle page. Et si je commence la première ligne, je peux enchaîner le paragraphe, je sais. Oui, je le connais presque par cœur. Je suis plein de ce livre. Il est tellement proche de ce que je crois être, de ce que je voudrais être. Il me définit, lui aussi, ce livre. Le deuxième livre que vous avez choisi, c'est d'une auteure française aussi, Françoise Sagan, née en 1935, morte en 2004. Et là, vous avez choisi Bonjour Tristesse, publié en 1954. Livre écrit à l'âge de 18 ans. Ouais. Mais quand on y pense 2 secondes, c'est quand même un de ses plus beaux livres. Bien sûr. Comment a-t-elle pu? On ne sait pas d'où ça jaillit. Mais moi, c'est ça qui me fascine. Quand quelqu'un fait une entrée fracassante en littérature si jeune, on se dit, mais d'où ça vient? Oui. Rimbaud, qui a écrit les plus grands poèmes de la littérature mondiale entre 16 et 20 ans, voilà. Et puis cette jeune fille, Françoise Coirez Sagan, ce charmant petit monstre, qui publie ça, ce petit livre de rien du tout. Enfin, ça a l'air d'un petit livre de rien du tout. Et c'est ça sa grande force. C'est qu'on se dit, oui, bon, 120 petites pages serrées, écrites comme ça, une histoire un peu bourgeoise, bon... Et puis, cette espèce de légèreté, de désinvolture, d'insouciance, voilà, chez cette jeune fille, dans sa vie comme dans son écriture. Sauf que c'est tragique. Sauf que c'est un drame. Sauf que c'est d'une violence inouïe. Les dernières pages de Bonjour Tristesse, c'est du Racine. C'est de la tragédie grecque. C'est affreux. Et c'est ça qui me fascine. C'est le hiatus entre la légèreté apparente et l'absolue noirceur de ce qu'elle écrit. Et puis, voilà, j'ai après suivi ce qu'elle a fait. Et elle ne s'est jamais trahie. Elle est restée fidèle à ses obsessions, restée fidèle à elle-même. J'ai là aussi beaucoup d'admiration. Alors c'est une femme aussi, c'est vrai que j'ai tendance à aimer les livres des femmes, mais elle me poursuit elle aussi. C'est une compagne agréable. Qui a peut-être un peu moins bien vieilli dans ses derniers livres, mais par contre, si les gens ne l'ont jamais lu, commençons par le début. Oui, et puis après on peut enchaîner avec des livres du début. C'est Un certain sourire, Des bleus à l'âme, Dans Ciel et nous un an, tout ça. Aimez-vous Brahms, c'est quand même des choses formidables. Oui. Marcel Proust. Ah. Alors là aussi, né en 1871, mort en 1922. Vous avez écrit En l'absence des hommes, qui était une très belle uchronie sur Proust. Vous avez choisi La recherche du temps perdu, publié en 1913 et 1927. Ouais. Vous l'avez sûrement lu dans son entier, mais l'avez-vous relu? Oui, je l'ai relu. Pour vrai? Oui, mais je la relis. Ça se relit, Proust. Ça se lit et ça se relit. Alors, je n'y suis pas entré facilement. Je veux dire, je crois qu'il y a un âge, quel qu'il soit d'ailleurs, hein. Il est différent selon les gens, mais il y a un âge pour y entrer. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé quand j'avais 17 ans, ça m'est tombé des mains. Je me suis dit, je comprends rien, c'est un monument d'ennui. Bon, donc j'ai laissé tomber. J'ai réessayé quand j'avais 21 ou 22 ans, je n'y suis pas arrivé davantage. Même chose, monument d'ennui, bon, très bien. Et puis à 25 ans, je me souviens, j'étais enfermé dans une maison en Grèce pendant des vacances qui était, elle, un monument d'ennui. Et c'était une maison qui appartenait à une Française. Et il y avait la recherche. Je me suis dit, je vais replonger une 3e fois et puis on verra bien. Et puis là, c'est comme si j'avais tout compris. C'est comme si j'avais trouvé la clé, la martingale. J'ai su ce qu'il racontait. Et j'ai été... mais je ne sais pas vous dire, c'est comme une lame de fond qui vous emporte. Et il fallait que je lise tout. C'est devenu obsessionnel. Les gens autour de moi étaient accablés, se disant, mais enfin, ce garçon à 25 ans, qu'est-ce qui lui arrive? Il faudrait qu'il vive une vie normale. Pourquoi lit-il Proust comme cela? Et c'est vrai que, voilà, c'est un médecin légiste. Proust, c'est quelqu'un qui dissèque l'époque, qui dissèque une société, qui raconte l'écroulement d'un monde. C'est aussi un auteur comique, parce qu'il y a des passages qui sont d'une drôlerie fabuleuse. C'est quelqu'un qui, évidemment, a un sens du détail hors du commun, mais parce que il est convaincu, et je suis d'accord avec lui, que le détail révèle l'essentiel, que c'est toujours dans les détails qu'on comprend l'essentiel des êtres. C'est toujours dans ce qui leur échappe, c'est toujours dans leur apparence, dans un murmure, dans un geste, dans une attitude, dans un battement de paupières, que tout d'un coup, ils vont révéler leur identité profonde. Il y a tout ça chez Proust, et puis surtout, c'est une œuvre incomparable. C'est-à-dire qu'il n'y a rien avant ni après qui se compare à ça. Oui. Mais pourquoi, Philippe Besson, croyez-vous que tant de gens pensent comme Anatole France, la vie est trop courte, Proust est trop long? Bah écoutez, entre Anatole France et Marcel Proust, il y en a un qui est resté et l'autre non. Hein. Voilà. Merci pour la réponse. 4e choix, Michael Cunningham. Ah oui. Alors là, Les Heures. Ouais. Est-ce qu'il vous arrive, Philippe Besson, de lire un livre et d'aller voir le film, prendre le risque d'aller voir le film? Parce que tous les auteurs que vous venez de mentionner ont été montés au cinéma. Mais dans ce cas-ci, avec des gens comme Nicole Kidman, Julianne Moore, Meryl Streep. C'était quand même un très grand film. Mais qu'est-ce qui vous a fait arrêter sur ce livre en particulier? Alors,
c'est vrai qu'après avoir lu le livre, je me suis dit, oulala, comment peut-on risquer de faire un film là-dessus? Le livre est un chef-d'œuvre. Ah, c'est un très grand livre. Très grand livre. Prix Pulitzer quand il est sorti. Bon, 3 destins de femmes à 3 époques différentes. Virginia Woolf dans les années 20, Laura Brown, une femme californienne qui va finalement quitter mari et enfant parce que c'est ça où se tuer dans une chambre d'hôtel. Et puis à la fin des années 90, une éditrice très proche d'un poète. Bon, et ces destins croisés de femmes autour de la figure de Mrs. Dalloway, ça m'avait profondément bouleversé. J'avais trouvé d'abord qu'il y avait une prouesse littéraire. Alors là, pour le coup, quelle prouesse littéraire, quelle construction, quel sens de la narration. Vraiment, arriver à construire ça, déjà, moi je dis chapeau. Je me dis, le type, c'est bon, c'est nickel, il est capable de faire un truc, moi je suis incapable, donc là, j'admire. Bon, déjà. Et puis, ces 3 femmes sont tellement puissantes l'une et l'autre, chacun dans son genre, que j'ai été émerveillé. Donc du coup, quand je suis allé au cinéma, franchement, j'y suis allé à reculons en me disant, jamais je retrouverai la grâce et la puissance de ça. Eh bien si. Et les 3 actrices sont fabuleuses. Le réalisateur, Stephen Daldry, a fait un travail remarquable aussi. Et ça dit quelque chose là aussi sur qu'est-ce qu'on fait de nos vies, sur le destin qui nous écrase, sur Virginia qui sombre petit à petit dans la folie et qui finira par attenter à ses jours parce qu'elle ne peut plus vivre, c'est plus possible. Voilà, parce qu'elle est enfermée et qu'elle étouffe. Puis Laura Brown, la femme des années 50, elle aussi, elle étouffe. Et elle trouve comme moyen d'échapper à son étouffement la fuite, la fugue, l'abandon des enfants, ce qui est la chose la pire au monde, ce qu'on vous reprochera jusqu'à la fin. Bon. Et puis l'éditrice qui, elle, essaie de fuir la réalité dans des futilités, dans des mondanités. Voilà. Je trouve que ça dit quelque chose de nous et de moi. Oui. Dernier livre, et non le moindre, avec Tennessee Williams, La chatte sur un toit brûlant. Quelle pièce de théâtre. Ah oui. L'avez-vous déjà vu jouer? Je l'ai vu en France, oui, absolument. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous a happé dans cette pièce de théâtre? La sensualité, la moiteur, les rapports ambigus, toute l'ambiguïté sous-jacente de ça. C'est-à-dire, c'est une pièce sur le pouvoir, sur la décadence, sur les amours cachés, sur les sentiments souterrains, sur les désirs inavouables. Toute l'essence de Tennessee Williams est là. Et puis ce sud profond qui est le sien. Voilà. J'aime cette sensualité débordante et cette idée qu'à chaque moment, ça peut sombrer dans le chaos. Qu'à chaque moment, ça peut devenir n'importe quoi. J'aime bien ça. J'aime bien cette peur qui nous enserre parce que ça peut exploser. C'est comme une cocotte minute qui va exploser. Non, mais vraiment. Ouais. Oui. D'ailleurs, il faudrait préciser que cet auteur-là a quand même gagné 2 fois le prix Pulitzer, en 48 et en 55, ce qui est assez rare aussi. Oui. Philippe Besson, je vous remercie au nom de tout le monde qui nous écoute parce qu'ils ont de quoi se sustenter pour les prochains mois, sinon les prochaines années. Vous avez de très belles lectures et au plaisir de vous lire, vous, très prochainement. Merci beaucoup. Merci de votre venue aujourd'hui.